Salut et bienvenue sur Pop Culture Expérience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités, passée, présente et sûrement le futur. Je m'appelle Adrien Coche et j'ai créé en 2015 la première école de combat au sabre laser de France, la Saber League. Non, c'est pas une blague. Depuis toutes ces années, on a rencontré un paquet de personnes hyper intéressantes, connues, moins connues, pas connues, et on s'est dit que vous aussi, ça vous intéresserait de les rencontrer. Là, tout d'un coup, ma voix a changé et elle est normalement beaucoup plus intéressante et beaucoup plus chaude. C'est parce que je viens de recevoir ma table de mixage et mes nouveaux micros. Alors, je les teste. Je ne suis pas encore un professionnel, mais en tout cas, c'est un plaisir de découvrir tout ça. Je te présente l'invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir Mariska Neumann, chef de projet dans un studio d'animation. C'est d'ailleurs directement au studio que je me suis rendu pour la prise de son de cet épisode. Et c'était vraiment cool d'être dans cet univers. On avait évidemment parlé de dessin animé, de son super voyage chez Pixar. On a évoqué le fait de se remettre d'une peine grâce aux films Disney de notre enfance et les plus récents. On a parlé de Japon, on a parlé de Iaido, une discipline qu'elle a pratiquée pendant un moment. Puis on a parlé de tatouage un peu aussi. Et on a aussi parlé de girl power, woman power et ces figures féminines fortes de plus en plus dans les films d'animation. C'était passionnant. Bonne écoute. Donc j'ai démarré l'enregistrement. Si tu veux dire des trucs racistes et homophobes, vaut mieux pas le dire. Pourquoi tu serais pas assez intéressante pour le podcast ? Ça dépend des profils que tu recherches. C'est vrai ? Bon. Ok, c'est trop cool. Ça fonctionne très bien. Vas-y, dis encore un mot. Ça fonctionne très bien. Ça a l'air de fonctionner très bien. Trop cool. Tu vois, il est -3. On est calé, tout est parfait. Trop bien. Salut Mariska. Salut. On est loin. Là, on ne voit pas du tout. J'allais dire à l'antenne comme si on faisait de la radio. Mais on est loin l'un de l'autre, mais c'est pas grave. Ça va ? Ça va très bien, merci. Merci de me recevoir dans ton bureau, dans ton nouveau bureau. Mariska, je t'ai laissé il y a... Enfin, je t'ai laissé. On s'est perdu de vue. On a arrêté de se parler. Il y a des années. Plusieurs années. Oui. Bien avant le Covid et autres joyeusetés. Donc ça fait au moins 4 ans, facile, 5 ans, même plus. Ouais, je pense, oui, c'est ça. Ouais, au moins 4 ans, parce que... 2018, quelque chose comme ça. T'étais dans une maison d'édition, et on allait écrire. On allait écrire ensemble, faire un livre sur le sabre laser. C'était le plan initial. Ouais, qui s'est pas fait. Non. Pour plein de raisons, mais c'est pas grave. Et aujourd'hui, tu fais plus du tout ça. On est où là, Mariska ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? Alors aujourd'hui, on est en ce moment dans un studio d'animation cool. Qui s'appelle La Chouette Compagnie, que j'ai rejoint il y a seulement quelques semaines. C'est le meilleur nom du monde. Et c'est un peu le meilleur endroit du monde en vrai. C'est le meilleur endroit du monde. Il porte très très bien son nom. C'est vrai. Voilà. Pourquoi ? En fait, c'est un studio très chaleureux, vraiment à échelle humaine, avec des artistes extrêmement talentueux, accueillants. Enfin, c'est assez idyllique en fait comme cadre de travail. Ouais. Et puis on est sur du dessin animé, donc voilà, on vit un peu tous notre rêve au quotidien. Trop cool. Je t'ai fini juste un autre truc que j'avais pas défini. C'est parfait. Qu'est-ce que tu fais toi moi aujourd'hui, je suis chargée de production. Ouais. Voilà. Ça fait déjà quelques années que j'ai changé de carrière en fait, parce que comme tu le dis, j'étais dans l'édition en fait pas mal d'années. C'était ma formation de base en fait, vu que j'ai fait des études pour ça, voilà. Et en fait, j'étais éditrice dans une maison spécialisée pop culture justement, surtout animation, mais aussi voilà d'autres secteurs. Et j'étais un peu frustrée en fait de faire des livres sur le sujet, mais de pas avoir vraiment expérimenté le travail à l'intérieur en fait d'un studio. Et en fait, j'ai eu la chance de rejoindre un autre studio qui s'appelait le studio La Cachette à l'époque. Voilà, et c'est là que tout a commencé. Et tu avais le même intitulé de poste Non, là-bas alors, ici ? en fait, à l'époque de La Cachette, j'avais été contactée parce qu'en fait, c'est des personnes que je connais depuis longtemps, je les suivais et les soutenais voilà, depuis leur création. Et en fait, ils m'ont proposé de les rejoindre comme assistante réalisatrice sur Love, Death and Robot, que tu connais peut-être. Ouais, carrément. C'est une œuvre d'anthologie sur Netflix, entièrement en animation. Et moi, j'étais super emballée, mais j'avais aucune expérience, aucune formation pour ça. Donc, on m'a vraiment jetée dans le grand bain pour apprendre le métier, mais c'était vraiment super. Mais j'étais encore un peu éditrice à l'époque. En fait, je faisais du mi-temps dans les deux, mais c'était un peu du faux mi-temps, en vrai. Donc, ça me faisait beaucoup, beaucoup de travail.
Et l'année d'après, en fait, j'ai dû choisir l'un ou l'autre. En fait, c'était trop. Donc, pour un temps, en fait, je suis revenue en édition parce que j'avais encore des projets de livres à mener jusqu'au bout qui me plaisaient beaucoup. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, la société avait aussi un peu changé de direction. Donc, ça me convenait plus trop. Et voilà, j'ai reparlé à la cachette. Et on s'est dit qu'on avait envie de continuer ensemble. Et depuis, je ne les avais pas quittés, en fait, jusqu'au mois dernier. Voilà. Ok, t'as l'air heureuse. Je suis très heureuse. Vraiment. Ouais. On ne voit pas du tout. Là, Mais je suis vraiment super bien dans mon studio actuel. Peut-être que verbalement, on entend, je pense que tu souris. Ça a l'air de très bien se passer. C'est cool. Ouais. Ça fait plaisir. Cool. Marichka, elle est faite de quoi, ta baguette magique? Ma baguette magique, je pense qu'il doit y avoir un peu de dragon dedans. Que du dragon? Essentiellement du dragon et en bois du cerisier, voilà, pour la touche Japon. Chambé. Ouais. Chambé. Cerisier et dragon. T'es très attirée par le Japon? J'adore le Japon. Tu te connais à fond sur le Japon? J'essaye. C'est vrai. Ouais, j'essaye de... Une passion, c'est la passion? Ouais, c'est une passion qui me suit depuis longtemps, mais bizarrement pas par la pop culture, pour le coup. Okay. En fait, j'ai découvert ça à la bibliothèque à travers les livres de voyage touristiques et beaux livres, et ça m'a complètement subjuguée. Et en fait, naturellement, je me suis intéressée à toute la partie plutôt traditionnelle, arts martiaux et tout ça. Et en fait, c'est ça qui m'a menée vers les mangas. Donc, Chambé. Sarah, avec qui on fait le podcast. Ouais. Sarah Marcadet, je le dis dans tous les épisodes, mais elle bosse vachement pour le Japon. C'est vrai. Vous en parlez beaucoup? Vous êtes proches ou pas? Oui, on se connaît bien avec Sarah. Ouais. On vit dans des villes différentes maintenant, donc on se voit un peu moins, mais oui, c'est vraiment super tout ce qu'elle fait. Vous partagez sur le Japon régulièrement ou pas du tout? C'est jamais arrivé pour l'instant? Si, Parce que je sais qu'elle est très impliquée sur le Japon professionnellement et personnellement aussi. Pour valoriser le Japon en France, voilà, et aussi promouvoir des lieux touristiques un peu moins connus, donc c'est vraiment super ce qu'elle fait. Oui, tout à fait. Ok. J'allais dire Sarah. Marichka, ce podcast s'appelle Pop Culture Experience. C'est les tout débuts, c'est la première saison. Tu n'es pas la première personne qui me reçoit. En l'occurrence, c'est toi qui me reçois là. Oui. Il y a des gens qui viennent chez moi aussi. Et parfois dans les bureaux. L'idée de cette discussion, c'est que c'est une discussion. Très bien. C'est pas vraiment une interview à proprement parler. Je suis pas du tout journaliste, j'ai pas du tout cette formation-là. L'idée, c'est de découvrir des personnes que je connais pas encore, de revoir des personnes que j'ai rencontrées au cours de ma longue carrière dans la culture, très très longue, et de discuter de ce sujet-là, de la pop culture en général, et puis de la tienne surtout, de ton expérience de la pop culture. C'est ça le principe de ce podcast-là, ta pop culture actuelle, et puis comment tu y es venue, comment tu as été happé par cette énorme culture absolument incroyable. Par quoi tu as été touché, ça peut être une chose, un souvenir, plusieurs trucs, voilà. Et l'idée, c'est d'en discuter. Et pas forcément j'ai 4-5 grandes questions pour recentrer un peu si jamais, mais en fait, je le fais quasiment pas, parce qu'on se laisse porter par la discussion où ça nous mène, quoi. Super concept, très bien. Ça te va? Ça me va très bien. C'est quoi pour toi la pop culture aujourd'hui? La pop culture, en fait, pour moi, ça dure 1 heure à peu près. Ouais. Voilà. Ok, donc la pop culture, pour moi, c'est toute une partie de ce qu'on consomme, même si j'aime pas trop ce mot, à la télévision, sur les plateformes, en lecture. Enfin, c'est principalement ce qui touche aux cultures de l'imaginaire, mais pas que, en fait. Enfin, c'est vraiment quelque chose de plus large que ça, en fait. Mais c'est assez difficile, en vrai, de donner une définition de la pop culture. N'est-ce pas? Surtout que dans l'idée, c'est pour l'opposer à une culture qui serait plus légitime, mais ça veut rien dire, vu à quel point la pop culture aujourd'hui prend ses lettres de noblesse et devient un art à proprement parler. Donc, c'est un peu difficile pour moi de répondre à la question. Mais la façon la plus facile de répondre, ce serait quand même de parler un peu des cultures de l'imaginaire. J'allais y venir, parce que les gens, sans nommer qui que ce soit, il y a une partie des personnes qui entendent pop culture au sens, et quand j'utilise ce mot-là, c'est par la définition noble de la chose, par le côté geek, et culture de l'imaginaire que tu viens d'évoquer. Et il y a un autre pan de la population, quand on parle de pop culture, c'est vraiment la culture populaire, point. Voilà, et c'est pas que les choses de culture de l'imaginaire, sauf que j'ai quand même l'impression que ça vient un peu de là. En fait, c'est juste que c'est un peu réducteur de le limiter à ça, mais je pense que c'est le point de départ, effectivement. Ok.
Ouais. Enfin, après, de ce que moi j'imagine en tout cas. C'est pas facile de savoir ce qu'est la pop culture. Ouais. Mais après, je pense qu'on en a chacun sa propre définition par rapport à des œuvres qui nous ont marqués, ou enfin voilà, des choses comme ça. Donc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le milieu dans lequel tu évolues, qui est un peu le mien aussi, alors pas trop les studios d'animation en l'occurrence, mais on s'est rencontrés à ce propos-là à l'époque. Si vous entendez plein de choses derrière, c'est parce qu'on est dans un petit bureau, non, dans un petit studio de captation de voix, qui est très cool. Mais du coup, il y a encore plein de gens dans les bureaux, donc on les entend. Non, c'est très bien, c'est vivant. On se fait chier sinon. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Oui, on évolue dans ce milieu-là tous les deux, c'est par ce biais-là qu'on s'est rencontrés, mais c'est quand même beaucoup les cultures de l'imaginaire. Oui. Et les gens qui parlent de pop culture, oui. J'ai l'impression, tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que ce sont des personnes qui évoluent beaucoup dans les milieux de la culture, dans des cultures de l'imaginaire. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Je voudrais revenir sur le Japon. Oui. Parce que j'ai l'impression que moi, je n'y connais rien. Ok. D'accord, donc je ne vais pas forcément te relancer sur des sujets en particulier. Je n'y connais rien, ça m'intéresse énormément de découvrir, bien sûr. Plus je grandis, j'ai plein d'autres trucs qui m'ont intéressé plutôt. Mais du coup, parle-moi du Japon. Est-ce que tu as été happé par le Japon très jeune ou c'est quelque chose que tu as découvert au gré du boulot comme je te disais, moi je suis tombée dedans par les beaux livres en fait. Donc ça, et j'étais très très jeune en fait, je devais avoir 7-8 ans au grand maximum en fait. C'est quoi un beau livre pour ceux qui écoutent, qui savent pas? Un beau livre, c'est des livres souvent qui plutôt sur les paysages, le tourisme, enfin des livres qui donnent envie de voyager en fait. Voilà, donc tous les livres sur des régions du Japon, enfin. Donc c'est plutôt des très belles photographies, des choses comme ça. Et c'est ça qui m'a bluffée par la beauté de la nature, de l'architecture et de la vie quotidienne aussi. Voilà, tous ces aspects-là. Et en fait, mais quand même assez rapidement, donc comme je te disais, je me suis mise aux arts martiaux. Moi, j'ai fait très longtemps des arts martiaux. T'as fait quoi? J'ai fait du kung-fu pendant très très longtemps. Bon, c'est chinois pour le coup, mais... Je suis deuxième dan de kung-fu, ceinture noire. Ouais, trop bien. Ouais. Tu continues? Non, j'ai arrêté il y a pas mal de temps. Je faisais ça dans ma ville natale. Et c'est quoi ta ville natale? Limoges, une ville au centre de la France. Et j'ai un peu changé de direction, puis je me suis plutôt intéressée au kendo et à l'iaido, donc plutôt l'art du sabre japonais, pour le coup. Le kendo, c'est plus de l'escrime, un peu sportif. Là où l'iaido, c'est vraiment l'art martial traditionnel, avec un vrai sabre, en tenue et tout. Enfin, voilà, ça, c'était vraiment super. Et puis après, j'ai fait autre chose. Mais c'est quelque chose qui a été très important dans ma vie pendant longtemps. Et, sportivement, intérieurement? Les deux. Ouais, vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment transportée. J'ai commencé à 10 ans et j'en ai fait jusqu'à 25, quoi. Voilà. Ah ouais? T'as quel âge là? 30 ans. Okay. Ouais. Depuis que je suis à Paris, je ne fais plus de sport. Bravo, super, voilà. Bravo Paris. Merci Anne Hidalgo, donc aucun rapport. Et avec les arts martiaux, je me suis aussi intéressée à plein de choses, aux jeux vidéo, aux mangas, aux animés. Tu joues? Je jouais beaucoup, mais plus beaucoup Paris. Maintenant. Non, j'ai beaucoup joué enfant, j'ai beaucoup joué ado. J'ai décroché vers 15 ans, parce que j'ai, je pense, d'autres centres d'intérêt ou autres. Et je m'y étais remis... pendant mes études pour jouer à League of Legends. J'ai pas mal joué à League of Legends. Et maintenant, je joue presque qu'à la Switch, en fait. Voilà. Tu joues à quoi? Entre amis, plutôt. Mario Party, Pokémon. Pokémon, ça m'a jamais quitté. Enfin, Pokémon, ça reste. Je joue à tous les Pokémon. Voilà, toutes les versions, je les achète. Ouais. Archi fan de Pokémon. J'ai un tatouage de Pokémon. C'est vrai? Ouais. Tu peux le montrer. Oui, personne ne le verra, mais ça m'intéresse. Il est sur le bras. Hop. Excellent. Comment il s'appelle celui-là déjà? Evoli. Evoli. Voilà. Evoli avec sa couronne de fleurs et ses petites joues roses. Trop mignon. Il est vachement joli, il est vachement bien. Très mignon. Fait par Issa de Unicorn Tattoo. Si je peux faire un peu de promo. Ça passe, c'est passé. Voilà, ça passe. Donc les jeux vidéo, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que ce qui m'a toujours plus suivi, c'est vraiment l'animation, quoi. Pour le coup, voilà. J'ai pas pu m'empêcher de voir l'autre tatouage, si je ne m'abuse, de la Triforce. Oui. Alors c'est vrai qu'avec mes tatouages, tu peux voir déjà les références pop culture qui me plaisent beaucoup. En tout cas, les deux là qui sont là, je l'ai vu depuis tout à l'heure, voilà, celui-là. Un des jeux qui m'a transcendé et qui... jeu japonais aussi. Tu t'es fait tatouer, quoi. Ouais. Pourquoi ? En fait, la pop culture, c'est très important pour moi parce que ça a toujours été ce qui m'a soit consolée, soit boostée. Enfin, en fait, que ce soit des films ou des jeux ou des livres que j'adore, en fait,
je sais pas, c'est toujours des choses qui ont été là pour moi quand j'en avais besoin. En fait, c'est vraiment des choses qui nous donnent des bonnes valeurs, en fait, avec des personnages super inspirants, qui ont des quêtes de folie. Enfin, voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui a toujours eu beaucoup d'importance pour moi, même aujourd'hui. T'as besoin que je te relance, c'est rigolo. Oui. Ça me va, c'est cool. Tu m'as... Non, mais c'est cool. J'ai entendu que ça t'a aidé dans les moments difficiles. Ouais, c'est peut-être très niais ce que je dis, mais c'est très vrai. C'est tellement pas niais, Ouais. c'est pas niais du tout. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Tu peux me raconter peut-être une ou deux choses? T'es pas obligé. Je vais peut-être pas dire l'événement en particulier, mais disons que selon justement mon état d'esprit, je vais pas me diriger vers les mêmes œuvres de pop culture, par exemple. Je pense que quand des fois ça va vraiment pas dans ta vie, tu as besoin aussi de revenir vers des choses plus tournées vers l'enfance, etc. Donc c'est vrai que par exemple Disney, c'est un truc vers lequel je me dirige vraiment si ça va pas du tout. Ouais. No matter what. Donc je pense que c'est ce côté très refuge en fait de l'enfance là-dessus. Ça te rassure? Ouais, les Disney me rassurent beaucoup et me reboostent. Je pense qu'on a tous ce côté, les chansons de Disney. Ouais. T'as besoin de retrouver quoi? Ton enfant? Ton petit enfant intérieur? Je pense que j'ai besoin de retrouver un peu de l'insouciance aussi. Parce que voilà, quand on était enfant, on n'a pas les mêmes soucis. Donc c'est peut-être ça aussi. Ouais. C'est trop lourd parfois d'être adulte? C'est pas que c'est trop lourd, c'est que des fois je pense qu'on a besoin de s'évader un petit peu, mais c'est plus des clés pour nous aider à dépasser certaines choses. Mais... N'hésite pas à parler vers le micro. Pardon. Non, je t'en prie. Oui. Je t'en prie. Tu peux te tourner un peu si tu veux l'espèce de caisse là comme ça, tu peux le tourner comme ça. Ouais, voilà, nickel. Comme Parfait. ça, tu seras peut-être plus à l'aise. Ouais. Non, mais pas forcément la tête dedans comme ça. Comme ça, c'est bien. Mais parce que si tu me regardes là... Oui, c'est vrai, pardon. C'est le réflexe. Mais ne t'excuse pas, tout le monde le fait. Du coup, c'est quoi ton Disney favori? Mon Disney favori, c'est pas évident à répondre parce qu'il... C'est quoi le dernier Disney qui t'a... Le dernier Disney qui m'a... j'ai adoré Encanto, le dernier. Ouais. La musique, je la trouve fabuleuse et ça aborde des thématiques super Tu veux chanter un morceau? Non, je plaisante. Non, je ne sais pas chanter. Chacun sa spécialité. C'est toi qui le dis. Mais j'ai adoré le dernier Encanto. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me quitte jamais, en fait, Disney. T'as des tatouages Disney? J'ai un tatouage Pixar, donc ça peut compter. C'est quoi? Et je me suis fait tatouer après avoir été chez Pixar, justement. Ouais. Attends, redis-moi ce que tu viens de me dire. J'ai eu la chance de visiter les studios Pixar. Ouais, en fait, j'ai un très bon ami qui bosse là-bas. Et un jour, en fait, il m'a invité à la fête annuelle des employés. Trop bien. Ils sont les studios pour ceux qui savent pas. Ils sont à Emeryville, à côté de San Francisco. Ok. Donc en Californie, aux États-Unis. Et c'était assez fou, ça m'a vraiment bluffé. Enfin, je pense que ça m'a vraiment marqué. Et j'ai eu l'envie de marquer un peu ce souvenir sur ma peau. Voilà. Je te demande pas de me montrer, mais est-ce que tu peux dire ce que c'est? Oui, donc c'est Adventure is out there, dans Lao. Okay. La phrase un peu emblématique de... Si le casque, ça te gêne, tu peux l'enlever. Hein. Attends, c'est qui tombe. C'est la phrase emblématique de Ellie, la femme de Carl, la femme du héros du film. Est-ce que c'est la traduction de l'aventure, c'est extra? Oui, voilà, c'est ça. Oui, exactement. L'aventure, c'est extra. Avec son petit pouce et son petit badge de... Ah oui, il est trop mignon. Trop bien, c'est un de mes films absolus favoris. Surtout les 10 premières minutes, ou les 5 premières minutes. Le prologue, en fait, c'est un film à part entière. En fait. Incroyable. Alors que la suite, le reste du film, c'est un peu plus, bien sûr. Plus simple, voilà. Mais le prologue, c'est un chef-d'œuvre. Suite, quoi. Ouais, tu pleures à chaque fois. À chaque fois. Ouais. Tu l'as vu combien de fois? Beaucoup. Trop, peut-être. Je sais pas. Trop, pas assez. Je l'ai peut-être vu 15 fois. Ouais. Puis des fois, je regarde que le prologue, en fait. Ouais. Tu t'arrêtes? Ouais, je m'arrête. Je trouve que ça se suffit, en fait. Ce prologue est vraiment extraordinaire. Je suis content, moi, quand même, de découvrir le petit... oui. Comment il s'appelle, déjà? Russell, Kevin, tout ça, ils sont cool. Kevin, l'oiseau. Ouais. Charmé, Kevin. Très charmé. J'aime beaucoup. Très charmé, très coloré, très bête. Et... non, ils sont trop mignons, tous. Non, ils sont mignons. Le chien. Et alors, continue Pixar, les studios, là? Donc Pixar, mais peut-être même plus que Disney. En fait, ça m'a vraiment marqué étant enfant parce que c'est le premier film que j'ai vu au cinéma.
J'étais toute petite. Non, Pixar, pardon, Toy Story, je n'ai pas précisé. Okay. Non. Je me disais, mais... Oui, alors pendant 20 ans, je n'ai pas été au cinéma. Non, pardon, Toy Story. Le Toy Story, c'est le premier film que tu as vu au cinéma. Ouais. Mais c'est incroyable. Et ça m'a marqué. Ben oui. Ça m'a vraiment marqué parce qu'en plus, c'était la première fois que je voyais quelque chose en 3D. Alors, je ne le saisissais pas à l'époque. Enfin, je ne mettais pas le mot 3D, mais c'était très différent de ce qu'on voyait, très réaliste. Et je pense que ça m'avait convaincu que mes jouets étaient vivants, en fait. Voilà. Ouais. Et tu les as tous vus, j'imagine? Je les ai tous vus. Est-ce que tu en as un préféré? Toy Story, ça a vraiment, je pense, beaucoup d'importance pour moi, juste parce que je l'ai vu pour la première fois au cinéma, mais pas que. En fait, tous les Toy Story sont super. Ce qui est assez rare quand tu as des suites, en fait. Pas que en animation, d'ailleurs, mais dans n'importe quel long métrage. Souvent, les suites sont moins bien que les originaux. Alors que Toy Story, ça va presque crescendo, en fait. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Donc, mets-le si tu veux, le casque, ou enlève-le complètement. Pardon. Franchement. Non, c'est pour toi. Mais c'est pour toi, je veux pas que ça te gêne. Ouais. Si tu veux, tu peux l'enlever. Non, t'aimes bien t'entendre? Je sais pas ce qui est le mieux, en fait. Mais... Sinon, pour pas que ça tombe, tu peux le mettre devant comme ça. Ah oui, bah voilà. Juste là. Parfait. Comme ça, on ça tombera plus. Et tu t'entends, et toi, oui. Et les gens à côté. Qui crient. Bah, on est chez eux, ils font bien ce qu'ils veulent. Oui, voilà, c'est le soir, ils décompressent après le travail. On est dans un bureau de studio, donc il n'y a pas de... On vit ta vie, c'est cool, ça me va bien. C'était... Donc, tu as passé la journée chez Pixar? J'ai passé la journée... non, c'était la soirée. J'y suis allée après leur travail. Okay. Et c'était assez extraordinaire parce que c'est un peu façon kermesse, tu vois. Il y a des stands, c'est-à-dire que le staff a le droit d'avoir ces petits stands où ils vendent... je sais pas moi, ton macramé, ton artisanat en fait, voilà. Okay. T'as plein de stands de nourriture fabuleux, des churros, familial un peu très familial, puisque c'est que les employés et leur famille en fait. Ok, donc voilà. c'est la... Donc t'as des enfants. C'était la fête annuelle. C'était la fête, et il y a même une scène où en fait les salariés qui ont un groupe de musique ou sont musiciens peuvent performer en fait. Les Américains, donc tu vois des artistes ultra talentueux qui sont aussi des super musiciens. Les Américains, ils font tout différemment. Ouais, c'est grandiose. C'est des grandioses. Ouais. T'en gardes un très grand souvenir. Du coup, tellement que tu t'es fait tatouer. Oui. C'est à cause de ça, enfin grâce à ça, vraiment à ce passage chez Pixar ou c'est un peu tout. En fait, j'avais quand même l'envie de. Enfin, tu peux le voir, j'ai quand même des tatouages en lien avec mes passions. Mais j'aime bien aussi quand c'est lié à un événement ou quelque chose d'assez marquant dans ma vie. Et là, c'était la première fois que j'allais en Californie, alors que c'était un peu un rêve depuis toujours. Okay. Donc c'était un peu pour marquer le coup de mon voyage et de cette super opportunité qui ne se représente pas tous les ans. Quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai. Ça doit être trop bien de même discuter avec ces gens. Ils t'ont raconté un peu leur quotidien et tout, non? Pas forcément, parce qu'on était plus... Comme j'étais là avec un ami, on était plus là en mode soirée amicale. En fait, on n'était pas là pour parler boulot. Donc c'est ça aussi qui était assez rigolo. Il y avait un univers un peu Pixar, quelque chose ou pas? À cette époque, c'était Coco, parce que le film n'était pas du tout sorti, mais il était en production à ce moment-là. Donc il y avait plein de gens avec des t-shirts Coco, alors que c'était à peine annoncé. Donc c'était plutôt ça, un peu mexicain, d'où les churros et autres plats. Tu m'as dit churros, j'ai même pas entendu. Excellent, mais c'est trop bien ça. Ouais, c'était cool. Puis Coco, il est extraordinaire aussi, ce film. Extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. J'adore les couleurs, la musique. La lumière aussi. En fait, déjà, Pixar, ils sont connus pour être extrêmement doués en lighting, donc une étape d'animation 3D. C'est un peu l'étape qui va donner de la vie aux images et même qui va aider le storytelling, parce qu'avec une ambiance particulière, des ombres par-ci, par-là ou des spots à certains endroits, tu vas amplifier une émotion, faire une focale sur un personnage, un coin. Donc c'est une étape vraiment très importante, et Pixar, c'est leur spécialité. Et sur Coco, je trouve qu'ils ont vraiment été... encore plus performants que d'habitude, puisqu'ils ont animé des milliers de lumières. Tu sais, dans le pays des morts, c'est une scène impressionnante de cinéma. Quand ils y arrivent, là? Ouais. Quand ils arrivent sur le pont avec toutes les feuilles qui sont elles-mêmes lumineuses, en fait. Ouais, tout à fait. Je crois que c'est des fleurs de marigold. Et quand on arrive dans la ville, il y a des lumières partout, quoi. C'est magnifique. Ouais. Moi, j'étais subjuguée de beauté. Ces deux scènes-là, coup sur coup, elles sont vraiment extraordinaires. Ça t'a marqué, en tout cas? Ouais. C'est vrai. Moi, je pleure à chaque fois. Ce film, à chaque fois. La musique est très, très belle. C'est systématique. En plus, j'ai vu ce film... C'est mon interview. J'ai vu... Non, mais c'est pour partager. Oui, c'est bien que ce soit des deux côtés. J'ai vu ce film au moment où
où je me séparais de la mère de ma fille. Et du coup, je l'avais pas trop, ma fille. Et donc, du coup, il y a un truc, tu vois, sur les enfants et les parents. Puis le père et qui voit machin, pas sa fille, le père qui justement. voit pas sa fille, et à la fin, machin, il se rappelle et tout. Rien que je t'en parle là, ça fait 3 ans. Hein. Rien que je t'en parle là, ça me fait... Ah bah oui. Mais j'ai un bon souvenir quand même, parce que du coup, elle adore ce film. Moi aussi, on le puis revoit avec il reste très lumineux, en fait. Il reste très positif. Même malgré la mort, parce que ça parle aussi quand même majoritairement de ça. Ouais, tout à fait. Donc ouais, non, c'est vrai. C'est trop bien. Moi aussi, j'aime bien me réfugier comme toi dans les Disney et les Pixar aussi. Quand ça va moyen. Ouais, voilà, c'est plutôt dans ces genres de moments. Ouais. Je sais pas trop, ouais. Tu m'as parlé d'un... Non, j'ai envie de parler de ça, en fait. J'ai envie de parler de ça. Il y a un film en particulier qui t'a aidé à un moment difficile de ta vie, un événement, une tristesse, une perte de quelqu'un. Un film en particulier, pas forcément Disney, hein, mais... Pas forcément, pour le coup. Tu n'as pas identifié, hein? Non, pas en particulier. Ok, super, et ben on arrête là. Voilà, c'est fini, c'est bouclé. Super, merci Marichka, je pose mon casque. Mais Harry Potter quand même, je pense, Harry Potter. Il revient toujours à Harry Potter, c'est terrible, hein, c'est incroyable. Ouais. Je pense que mes références, elles sont quand même assez classiques, parce qu'on va quand même partir du début. Ma référence absolue, c'est Star Wars. C'est pas vrai? Ouais. Et je pense que ça te parle. Alors moi, ça me parle beaucoup. Voilà, en fait, Star Wars, je me rappelle pas... J'aurais pas pu me douter, pourtant. C'est vrai? Pourtant, on a... J'ai pas encore travaillé un tatouage ensemble, mais du coup, ta référence absolue, c'est Star Wars. Oui. Ça m'intéresse. On peut parler de tout. En fait, on peut faire un podcast Star Wars. Il y en a déjà en vrai. Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de te parler et te re-rencontrer. Ouais. Et en fait, c'est presque comme si on allait boire un verre, tu vois, ou prendre un café, et on peut se parler, tu vois, parce qu'on a toujours été, et c'est toi ou les autres personnes que je vais recevoir ou que j'ai déjà reçues. Tu vois, c'est comme si on discutait au-delà à côté. J'arrête pas de bouger avec cette chaise. À côté du boulot. Et ça, c'est cool. Ouais. Raconte-moi Star Wars. Alors ta Star passion Wars, absolue. C'est ma passion absolue. Et c'est surtout que je me rappelle pas l'avoir découvert tellement je l'ai découvert très jeune. Ce qui fait qu'en fait, j'étais un bébé, j'avais un frère plus âgé, donc il a toujours regardé Star Wars et moi à côté. Et en fait, voilà, donc j'ai pas l'impression de l'avoir découvert. Des gens vont te dire, moi je l'ai découvert à tel âge et tout. Moi, ça a toujours fait... Voilà. Mais moi, non, ça a toujours fait partie de ma vie. Je l'ai regardé, mais tout le temps, je pense plus d'une fois par an, en fait, on les regardait. Et la première profession que je voulais faire, c'était princesse Leia. Ça, je me rappelle. Voilà. Quand les gens disaient, tu veux faire quoi dans la vie? C'était pas maîtresse d'école, médecin. Moi, je voulais être princesse Leia. Oh non, c'est trop génial. Voilà. C'est trop super. Mais j'entends des trucs sur Star Wars. Tout le monde y revient, en vrai, à Star Wars. Continue. Princesse Leia. Voilà, ça, c'était mon premier plan de carrière. Princesse Leia... Général Organa, ou tu voulais être princesse Leia quoi? Princesse Leia prisonnière de Jabba? Ah non, je voulais être en mode non, général. Anne. Voilà, en mode quand même à la fois diplomate mais guerrière quand il faut. Ouais. Voilà. C'est trop bien, c'est trop super. Vas-y, pourquoi En fait, quand t'es une petite fille, c'est ça qui est impressionnant. T'as le côté aussi, forcément princesse, belle robe, belle coiffure, mais ce côté ultra badass où tu laisses personne te dicter ta conduite. Voilà, c'est toi qui a le lead. C'est ultra motivant et inspirant en fait pour une petite fille. T'avais des costumes? J'avais des costumes, pas de Leia. Je me faisais la coiffure par contre. Oui, j'allais te demander. T'as des photos? J'ai pas des photos avec la coiffure de Leia, mais j'ai une photo à l'époque quand l'épisode 1 est sorti. Je m'étais fait faire par une couturière de ma ville le costume d'Amidala. Donc j'avais quoi moi je suis en 92, donc le film est sorti quoi en 99 je crois. Ouais. Donc voilà, donc j'étais petite. Ouais. Et donc j'avais mon costume d'Amidala avec mon maquillage et j'étais trop fière de moi hein. Et je déambulais comme ça chez moi sans rien quoi. C'est trop génial. Ouais. Et les femmes de Star Wars, je les trouve très très inspirantes pour des raisons différentes. Les femmes de Star Wars? Ouais, les femmes. Ouais. Pourquoi? Parce que justement elles laissent pas les hommes leur dire quoi faire, elles laissent pas leurs conditions de femme ou la société leur dicter ce qu'elles doivent faire et ce que j'aime beaucoup avec Padmé aussi c'est son côté très diplomate, à l'écoute, très sensible, très empathique
Mais en même temps, elle a ses propres contradictions, vu qu'elle est aussi très passionnelle et elle va suivre un chemin qui est quand même compliqué aussi. Voilà. Et ouais, elles sont vraiment toutes inspirantes. Mais puis Rey aussi, même je sais que beaucoup de gens crachent sur la nouvelle trilogie, mais je trouve qu'elle a aussi des très bons côtés. Et notamment le personnage de Rey. Et ouais, je me dis, mais être petite fille aujourd'hui et avoir un personnage comme ça, c'est fabuleux. Très, très forte, puis très proche de ses amis. Enfin voilà, c'est vraiment une super personnalité. Tu t'es fait la tresse, tu t'es fait l'espèce de coiffure de Rey là ou pas? Non, je l'ai pas fait, mais pourquoi pas quand mes cheveux auront repoussé. Oui, j'allais dire avec tes cheveux courts, ça va être un peu compliqué là. J'ai tout coupé. J'ai vu des dizaines et des dizaines de vidéos quand t'es sorti le premier de la dernière trilogie. Ouais. 7, l'épisode 7. Oui, c'est ça, l'épisode 7. Avec cette coiffure vraiment spécifique qu'a Rey. Et toutes les petites filles qui sont costumées et déguisées en Rey avec ces... C'est trop mignon. Oh là là là. Ouais. Il y en a notamment une qui a tourné beaucoup sur les réseaux, où elle est là avec son petit bâton, à Disney World sûrement. Ouais. Et il y a Kylo Ren qui arrive, elle lui fait un truc comme ça et tout. Elle a 6 piges, la petite, quoi. Et puis c'est l'héroïne quand même, tu vois, de la nouvelle trilogie. Parce qu'avant, les femmes, dans Star Wars, elles étaient quand même assez powerful, mais elles étaient quand même un peu en marge. C'était pas les héroïnes. Et là, au moins, avec Rey, on a le personnage central. Mais qui est pas non plus... comment dire, on n'est pas en mode gros sabot à dire oui, c'est une femme, c'est l'héroïne. Tu vois, c'est pas parce que c'est une femme que c'est l'héroïne, c'est juste parce que son perso est super bien construit, quoi. Non, c'est vrai. Mais tu disais, oui, les fans... critiquent beaucoup la dernière trilogie. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque nouvelle trilogie, de toute façon... C'est ça. Parce qu'après, ils sont là à dire, en fait, elle était pas si mal, la prélogie. Pour moi, les 3 trilogies ont vraiment des intérêts différents et je leur trouve des très bons côtés. Et puis, beaucoup de gens sanctuarisent complètement Star Wars, la première trilogie, alors que, j'adore, hein, mais il y a un côté nanar aussi, tu vois. Enfin, il y a des défauts dans la première trilogie. Donc, voilà. Des fois, il faut juste arrêter de mettre les choses sur un piédestal et apprécier... d'autres bons côtés, en fait. Mais surtout, ça a la jolie patine de l'époque, mais en fait, en vrai, moi, j'étais pas né, toi non plus, quand c'est sorti. Mais j'ai lu tout le monde critiquait pareil. Oui. En fait, en disant que c'était les gens critiqueront tout le temps, en fait. Space opéra et tout, machin. Et aujourd'hui, c'est... Voilà. Peu importe ce que c'est, les gens critiqueront. Dans la dernière trilogie, les gens vont dire que c'est super, parce que c'est super, en vrai, elle est super, elle est différente. C'était compliqué avec les directeurs et tout. Oui, le fait qu'il y ait plusieurs réalisateurs, ça, c'est vraiment un mauvais côté, ça, c'est sûr. Parce qu'ils se sont tous contredits les uns après les autres, mais c'est plus un problème de production. Ouais. Mais le film en lui-même, les acteurs, ils ont fait un très bon travail. Moi, je trouve que c'est bien. Il fallait de toute façon fermer des portes aussi. Oui. En ouvrir un peu d'autres, mais voilà, fermer des chapitres solo, etc. etc. Moi, par exemple, j'ai adoré Kylo Ren, quoi. Ouais, moi aussi. J'ai adoré. Ouais, pareil. Cette espèce de gars... en colère. Pas vraiment adulte, tu vois, qui a pas plus de 25 ans, en vrai. Oui, qui est en colère en permanence, parce que c'est normal à cet âge-là. Bah oui, puis bon... Et qui est archi powerful, et qui sait pas quoi foutre de tout ça, qui a en plus son père... Bon. Puis les limites de Han Solo aussi, ça c'est intéressant, parce que... Pareil, il est super comme personnage, mais t'as pas envie de l'avoir comme mari, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Clairement. Donc, c'est bien aussi de montrer les... Peut-être même pas comme père, d'ailleurs. Hein. Oui, voilà. Oui. De montrer les limites aussi des héros. Je l'ai pris comme ça, moi. Voilà, leur côté un peu plus négatif, parce qu'on a tous des défauts, et c'est bien de montrer ça. Voilà, qu'il n'y ait pas que des héros parfaits. Luke, pareil, hein. Ouais. Tu sens des failles, des machins et tout, c'est... Oui, c'est ça. Particulier, quoi. Et l'échec aussi. Enfin, voilà, montrer l'échec. Il aurait presque plus, pas mal, le pousser. Ouais. Tu sais, façon un peu noire et tout, ça aurait pu être... Enfin, je sais pas, moi en tout cas, j'ai bien aimé Kylo Ren. Rey m'a un peu moins touché, mais enfin, peu importe. Et qui j'ai beaucoup aimé. Non, c'est Kylo Ren que j'ai adoré. Ouais, et puis il y a des scènes assez folles. Enfin, tu vois, par exemple, la scène de bataille avec les gardes prétoriens, enfin de l'empereur. Moi, j'attendais ça depuis la première trilogie. En fait, t'as trop envie de les voir à l'action. Et cette scène, elle m'a donné des frissons. Quand j'ai vu commencer à combattre, mais t'es là, ça y est, j'ai la scène que je voulais dans cette salle depuis des années. Et tout, là, il y a quelque chose quand même. Hein. Ou pareil, le combat, je crois que c'est à la fin du 8, tu sais, avec les vaisseaux sur la planète qui a des cristaux rouges et du sel.
Ouais. Donc, tu as le sel qui découvre les cristaux rouges en contrebas. Là, ça aussi, c'est assez fou, quoi. Il y a des très belles scènes. Ah, j'ai adoré. Moi, franchement, j'ai adoré. Je suis archi fan de toute façon. Là, pour le coup, moi, j'ai des tatouages de trucs de Star Wars sur le corps. Enfin, sur les bras, en l'occurrence. Mais non, je savais pas, moi, que toi, c'était ça, ton truc. Tu m'as parlé d'Harry Potter aussi, parce qu'on parle Harry de Star Potter, Wars. j'adore, parce que j'ai découvert les livres avant les films, pour le coup. Et ça, c'est bien. Très tôt, en fait, quand ils sont sortis en France, en fait, ma sœur a commencé à les lire, puis moi j'ai suivi en petite dernière. Vous êtes beaucoup de frères et sœurs ? J'ai un frère et une sœur plus âgés. Okay. Et c'est pour ça que je les ai toujours un peu talonnés très vite, en fait. C'est-à-dire, dès qu'ils lisaient quelque chose ou qu'ils voyaient un film, moi j'étais dedans aussi, quoi. Et en fait, Harry Potter. Beaucoup d'écart ? J'ai 5 ans d'écart à peu près avec eux. Okay. Et en fait, Harry Potter, je crois que quand le premier film est sorti, je crois qu'il y avait déjà 4 livres, en fait, de sortie. Donc j'étais déjà à fond dedans. Et puis c'est surtout que voilà, donc j'étais en primaire et en fait il y avait une part de moi qui disait t'imagines quand même s'il y a 11 ans je pouvais recevoir ma lettre à Poudlard. T'y crois pas, mais il y a une part de toi qui se dit quand même, ce serait trop bien si ça arrivait. Moi j'ai reçu ma lettre. Ah tu es très chanceux. Je te cache pas. Moi j'étais au collège de Limoges, c'était moins bien. Pas bien Limoges. J'étais au collège de Limoges, c'était moins bien. Mais d'ailleurs, en parlant de Harry Potter et de Poudlard, je sais pas si tu as vu, mais Sarah, elle s'occupe d'un château en Bretagne. Ils ont recréé tout un univers. Ça a l'air fou. En rapport avec ça et tout, ils prennent des repas. J'ai pas tout très bien compris. Oui, je crois qu'ils t'attribuent à des maisons. Alors, c'est pas brandé Harry Potter, bien sûr, parce que sinon il y aura un problème. Non, ils ont fait leurs propres. Oui, voilà, ils ont créé un univers inspiré. Complètement inspiré. Mais c'est un beau projet pour les enfants et tout. C'est chiant, mais je crois qu'ils ont mis beaucoup de budget sur la scéno, notamment la scénographie. C'est vrai ? Ouais, les lumières, machin, les bougies. Alors, j'ai pas vu de photos, mais. Je t'enverrai un lien à l'occasion parce qu'elle publie plein d'articles dessus. Ça s'appelle le château de. Je ne me rappelle plus du nom, mais voilà. Sur Google, tu trouves direct. Les places sont parties comme des petits pains pour. Je crois qu'il y a un peu des cours, des acteurs, des comédiens. T'as le repas dans la grande salle avec les 4 grandes tables et tout. C'est démentiel. C'est hyper bien foutu. Ouais. Ils ont mis un budget fou dessus. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Vraiment, ça me donne envie d'y aller. T'as déjà été au parc Harry Potter, au studio Harry Potter à Londres ? J'ai pas été, non, j'y suis pas allée. C'est quand même assez cher, parce que c'est même très très cher. Mais je le ferai quand même un de ces jours. En plus, c'est une ville que j'adore, Londres. Mais c'est vrai qu'on peut déjà aller dans des lieux, tu sais. Déjà, t'as la boutique à King's Cross, qui est très cool, qui te plonge complètement dans l'univers. Il y a aussi la boutique Minalima, qui sont les créateurs graphiques en fait de tous les bouquins et autres props en fait des films. Et ils ont même fait là des livres illustrés pop-up d'Harry Potter. Ah ouais, je savais pas. Et cette boutique, elle est incroyable. Elle a tu te crois vraiment dans Harry Potter en fait en termes de papier peint, de déco, vu que c'est eux qui ont quand même créé un peu l'ADA. Cette boutique, elle est vraiment super. Donc, et tu la trouves où, tu as dit ? À Londres, mais je ne saurais plus te dire... Tu as été ? Ouais, j'y suis allée. Puis bon, il y a d'autres lieux de tournage. Tu as le pont emblématique des derniers films, là. Enfin bon, voilà. C'est pas en Écosse, non, c'est en Écosse, je crois. Le pont à Londres, tu sais, qui se fait détruire par les mange-morts. Ça, c'est à Londres. Du pont avec le train. Ouais, non, ça, c'est vrai que c'est en Écosse. Oui, mais voilà, disons qu'en Angleterre, il y a plein de... Sans parler des studios, il y a d'autres lieux super cool. Emblématiques, je suis d'accord. Mais bon, j'aimerais bien quand même faire les studios un de ces jours. Il faut y aller. Franchement, c'est vrai que ça coûte cher. Ça a l'air très sympa. C'est démentiel. C'est démentiel de retrouver les tenues, des décors. Les décors qu'ils ont mis là et tout. Ça n'a pas été tourné là du tout, mais c'est une dinguerie, quoi. Et puis ils en font à chaque fois plus. Là, dernièrement, je crois qu'ils ont ouvert la serre de botanique, les années avant la forêt interdite. Enfin, et je crois que tu peux faire un banquet pour le Nouvel An ou quelque chose comme ça. Ça a l'air incroyable. Je n'entendais pas, mais je dis oui de la tête avec passion. J'ai très envie d'y aller à cette occasion-là. Tu dis, un banquet dans la grande salle. Ouais, pour le Nouvel An, Noël ou je sais pas quoi. Ça. Ça doit être une folie. Ça doit être incroyable. Ça doit être une folie parce que tu dois avoir toute la déco. Et c'est décoré, je crois, un peu comme le Yule Ball, tu sais, de Harry Potter 4. Le bal qu'ils font à l'honneur du tournoi des 3 sorciers. Glace, là. De glace. C'est sur cette thématique-là. Donc ça doit être très beau. Ça me laisse... Et très bon, sûrement. Rêveur. Franchement, ça va être trop bien. Ouais.
Ça doit être trop bien. Je suis trop fan, tu vois. Moi, j'ai 35 ans et je suis trop content d'évoluer dans ces trucs-là parce que... Ouais. Il n'y a pas d'âge, hein, vraiment. Puis après, c'est bien aussi de... Bon, toi, en plus, tu as une fille, voilà, de transmettre en plus ça, sa passion à des enfants. Je lui ai fait voir Harry Potter 1 et 2 il y a 2 semaines. Ah ouais. C'était Ouais, c'était trop bien. c'est vrai. Elle a vu le 3 ensuite avec sa mère qui fait un peu plus peur et tout. Donc elle m'a parlé du loup-garou. Oui, c'est du vrai. chat et tout, mais bon. Puis bon, ça va monter un peu crescendo. Ouais, donc là, la coupe de feu et tout, je sais pas. Tu vois, elle a 6 ans, je sais pas encore. Mais elle était happée parce que c'est pas vraiment la première fois, mais c'est une des grandes premières fois, un vrai grand film qui dure longtemps. Et puis qui se suit comme ça, où tu peux animé. enchaîner. Ouais, elle a pas lâché l'affaire. Ouais. Je sais plus combien, ça dure 2 heures au moins le premier film. Ouais. Elle était, mais elle était scotchée. tout le track, machin, etc. Elle a entendu la musique, c'est la musique d'Harry Potter, bam, alors qu'elle l'a vu qu'une seule fois. Ouais. C'est bon, elle est dedans. Ah ouais, yes, c'est incroyable. Ils ont réussi. Ça, c'est... Bah, la force d'Harry Potter aussi, c'est que c'est pas implanté dans une époque. Tu sais, comme il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas d'ordi ou de télé, donc en fait, tu le situes pas, en fait. Donc ça ne vieillit pas, en fait, grâce au fait qu'il n'y ait pas d'objets qui peuvent devenir obsolètes, en fait. Alors que si tu regardes certains films des années 80, bon, il y a des enfants et des ados qui se disent « Oh, mais c'est quoi ce vieux truc ?» Alors qu'Harry Potter, bah, tu peux pas avoir ça, en fait. C'est tellement à part, dans un univers vraiment créé de toutes pièces, que, ouais, n'importe quelle génération va y trouver son compte, quoi. C'est vrai qu'on ne voit pas trop la vie des moldus. Oui. Et donc, du coup, on n'a pas cette temporalité des objets. Voilà, et c'est ce qui en fait son côté intergénérationnel, en fait. Je suis d'accord. Intemporel. Moi, je l'ai revu, l'image avait vieilli, bien entendu. Oui. Mais pas tant, en fait. Non, puis les enfants, si tu les éduques petits à voir des vieux films, en fait, ça leur paraît aussi normal. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas connu Star Wars à l'époque et qui n'ont pas commencé par la trilogie. Et eux, ils ont du mal après à revenir sur des vieux films. Mais si depuis tout petit, tu regardes des films comme ça, bah, ça te paraît pas si vieux. Ouais, mais tu vois, par exemple, moi, j'ai jamais vu les Retours vers le futur. Ouais. Jamais. Je me fais insulter tous les gens qui me côtoient dans ce milieu-là. J'arrive pas. Je peux pas les regarder. Ouais. J'arrive pas. C'est trop vieux. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il vaut mieux voir enfant. Enfant, ça passe beaucoup mieux. Oui, mais pourtant, j'ai tous les trucs vieux, je les ai vus, tu vois. Ouais, mais c'est pas pareil. Vieux. Je pense que c'est pas pareil. J'ai pas été happé par ça, tu vois. J'ai pas été happé par ça. Ghostbusters, je l'ai vu un peu, mais... Ouais. Parce que tu vois, l'histoire sans fin, bah, si tu le découvres maintenant, c'est horrible. Impossible. Alors que si tu le vois enfant, ça passe beaucoup mieux. Impossible de le revoir maintenant. Ah non, mais moi, j'ai pas envie de le revoir. Je veux garder les souvenirs. Moi, je revois des vieux films. Ça dépend lesquels, mais... Ouais. Mais je suis dans ma phase avec la petite, comme si tout le monde la connaissait, avec ma fille. J'essaie de lui faire découvrir des films des années 90. Donc là, on a fait, avec sa mère aussi, Beethoven. Ah ouais. Maman, j'ai raté l'avion. Ouais, mais ça marche super bien. Laisse tomber. Ouais. À la fin du 1, elle me dit, il y a un 2 ouais, il y a un 2. Oui, il est encore mieux. Vas-y, on regarde le 2. Et moi, mais mon week-end, on fait que ça. Ah ouais. Alors, mais ça, c'est d'autres trucs, tu vois. Mater des films, c'est trop bien. Ça. C'est le bon point d'avoir des enfants, voilà, de repartager toutes ces belles références. Est-ce que toi, tu étais très consommatrice, si je puis dire, de films ou pas? Oui, en fait, alors moi j'aimais plein de trucs, j'aimais les films, j'aimais les jeux vidéo et j'aimais lire depuis toute petite, donc c'était vraiment... Donc très consommatrice de culture globalement. Ouais, j'étais quand même un peu... Enfin, je jouais quand même dehors et tout, hein, mais c'est vrai que j'étais pas... je faisais un peu... J'allais dehors. J'étais pas que sur les écrans. C'est bon, j'allais dehors. Maintenant, je jouais, voilà... avec mes frères et sœurs. Mais c'est vrai que je pense que j'adore les histoires, en fait, sous toutes les formes. Pas que films, mais ouais, je regardais énormément de films et de dessins animés. J'adore les dessins animés. Comme quoi, par exemple? Alors, petite, comme toi ou d'autres, je pense, on a eu la chance d'avoir le Club Dorothée et des dessins animés qui nous prenaient pas pour des idiots. En fait, on a eu des grandes sagas, en fait, et des choses feuilletonnantes et tout. Donc ça, c'était vraiment super chouette. Tu penses à quoi? Je pense à plein de trucs, je pense au Chevalier du Zodiaque, voilà, à plein de trucs super. Mais à l'époque, je savais pas que c'était japonais par contre, parce que j'étais tellement petite que pour moi c'était juste des super dessins animés. Puis je les regardais même pas tous forcément à la suite parce que mon frère enregistrait des cassettes, puis moi je retrouvais les cassettes et je regardais ça. Enfin, comme on avait un magnétoscope à la maison. VHS. Voilà, donc il enregistrait beaucoup d'épisodes et donc des fois je regardais juste en fait des cassettes enregistrées.
Mais après, voilà, j'ai toujours adoré les dessins animés, que ce soit à la télé ou surtout les longs métrages, forcément, américains, français ou japonais. Voilà. Parce qu'il y a aussi des super trucs aux États-Unis, les super nanas, enfin, tu vois, le laboratoire de Dexter, enfin, voilà, des gens comme ça. J'adore le réalisateur Genndy Tartakovsky. J'ai eu la chance de bosser sur un de ses projets à la cachette, justement. Donc ça, c'était un peu la consécration. Surtout qu'il a fait du Star Wars aussi, Genndy. Je savais pas. C'est celui qui a fait Clone Wars, les premiers en 2D. Ok, j'en ai. Et j'adore cette vision de Star Wars. Je sais pas si tu te rappelles, notamment il y a un combat avec la Sith Asajj Ventress où il y a de l'eau, enfin de la pluie qui tombe sur les sabres laser et t'as de la fumée. Enfin, voilà, j'adore ces scènes. Tout à fait, je vois. Et ça, c'est ce réalisateur-là, en fait. Ok. Voilà. Ouais. Et excellent. à la cachette, on a bossé avec lui, donc c'était cool. C'était cool. Vous avez bossé sur quoi? Enfin, c'est peut-être confidentiel. Non, ça c'est sorti, ça je peux le dire. Mais il y a des trucs confidentiels que j'aurais bien aimé pouvoir parler ce soir parce que ça aurait été un peu dans le thème. Malheureusement, c'est confidentiel. Mais bon, en tout cas. Attends, je coupe les micros. Dis-le. Non, même comme ça, je peux rien dire. Mais donc ça, c'était Primal, une série muette, très violente, par contre, vraiment pour les adultes, de l'animation très très gore. En fait, c'est l'histoire d'un homme des cavernes et d'un T-Rex qui s'allie pour survivre. Et c'est très beau, mais très dur. Pardon ? Ça me parle. C'est sur Cartoon Network et Adult Swim, en fait. Ouais, ça a gagné un Emmy, en fait, tellement c'est cool. Ouais, Par contre, c'est trop violent pour moi. Moi, je suis vraiment une petite nature là-dessus. Hein, c'est vrai ? Ouais. Des trucs gore et tout, non ? Ouais, c'est pas du tout mon truc, mais c'est vraiment une série très très belle. Pour ceux qui aiment justement l'animation pour adultes, c'est assez fou. Surtout voilà, d'avoir une série feuilletonnante, muette, mais qui te tient en haleine tout du long, avec une animation 2D traditionnelle, des décors de fou. C'est très sympa. Ouais. Ok, trop cool. Ouais. Tu as vu en parlant de Star Wars, puisqu'on parle de Star Wars, tu me parlais des séries. Ils ont sorti quelque chose sur Disney Plus il n'y a pas longtemps. Vision. Ouais. J'aime beaucoup. T'as vu ? Avec plusieurs interprétations. Ce que j'aime bien, c'est le fait que ce soit vraiment la vision d'un autre pays déjà, qui n'a pas les mêmes codes et qui ne voit pas la même chose dans Star Wars. Par exemple, il y en a qui vont retenir plutôt la partie sabre, Jedi, comme au Japon justement. Et pour d'autres, ça va plutôt être le côté vaisseau spatial, combat dans l'espace. Et d'autres qui vont être plutôt en mode l'Empire versus la Rébellion. Enfin, chacun, il voit des choses différentes. Et ce que j'ai trouvé cool dans Star Wars Vision, c'est que c'est qu'on ait une vision littéralement d'un réalisateur, d'un studio, avec un style à part à chaque épisode. Et puis là, je crois qu'en plus, il y a une saison 2 qui est annoncée. Tu vois, je savais même pas. Mais il y a peu de trucs dessus, donc pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Mais c'est cool, moi je suis très contente qu'il y ait une saison 2, parce que j'avais beaucoup aimé la saison 1. Ça t'a kiffé ? Ouais. Puis ça montrait autre chose, tu vois. Enfin, je trouvais que c'était bien pour enrichir l'univers, même si c'est pas forcément canon. Je crois qu'ils vont pas, ils l'incluent pas forcément dans l'univers. C'est pas canon, mais voilà, c'est une autre vision, c'est une vision de fan. Enfin, c'est sympa. Je trouve ça toujours bien, moi, d'avoir différentes propositions artistiques. Oui, c'est vrai. Déjà, toi, ça te nourrit, toi, le consommateur du truc, la personne qui le produit, évidemment, mais toi, ça nourrit ton imaginaire. Je trouve ça très bien. Et mais canon, pas canon, de toute façon. Va dire aux joueurs des jeux Star Wars de l'époque que c'est canon, pas canon. Voilà. Ce qui compte, c'est que ce soit officiel. Après, que ce soit pas canon, c'est pas grave. Non, franchement, non. Et en plus, ils canonisent des trucs après aussi. Oui, voilà. Puis bon, il y a quand même là des persos qu'ils ont pu créer entièrement, en fait. C'était des cartes blanches, en fait. Et ça, c'est bien. Qu'un ayant droit aussi énorme que Disney, Lucasfilm, donne des cartes blanches, je trouve ça impressionnant. Enfin, je suis pas sûre qu'il l'aurait fait peut-être il y a quelques années. Parce qu'en général, c'est très encadré, codifié, tu vois. Donc là, que des studios aient la liberté créatrice de pouvoir faire ça, c'est à saluer quand même. Je suis d'accord. Est-ce qu'on peut remercier Disney d'avoir racheté Lucasfilm ? En un sens, moi, je trouve ça bien. Il ne faut pas avoir peur. Parce qu'en fait, sans ça, la série... Enfin, la licence, de toute façon, elle aurait périclité. Il n'y aurait rien d'autre. Donc, ça crée des nouvelles choses, ça attire un nouveau public, ça amène des nouvelles personnes à Star Wars. Donc, rien que pour ça, c'est super. Voilà, sinon, on resterait qu'entre nous, là, entre fans, et ce serait moins bien. C'est clair. Voilà, il faut des programmes pour des enfants, pour les adultes, voilà, pour des nouvelles personnes. À titre tout à fait personnel, je suis extrêmement heureux que Disney ait racheté Star Wars, Lucasfilm.
Moi, je suis contente que ça perdure grâce à ça, en fait. C'est exactement Qu'on la découvre raison. de nouvelles choses. C'est la raison majeure, c'est que du coup, ça continue à vivre, on continue à découvrir des personnages. Bah oui. Je suis heureux d'avoir pu connaître la suite de l'histoire d'Obi-Wan. Ouais. Après là, ça m'a... Revoir Ewan McGregor, c'est toujours bien. C'est toujours bien. Voyez tous les films avec Ewan McGregor, c'est toujours Tout à bien. fait. Et je devais recevoir ce matin, il m'a annulé, mais je vais le re-recevoir. Bruno Choel, qui est la voix, le doubleur d'Obi-Wan. La très belle voix d'Obi-Wan. Voilà, la très belle voix d'Obi-Wan en français. Oh, super. Et qui est de Johnny Depp aussi. Il devait venir à la maison ce matin, il m'a annulé. Et j'ai envoyé un message hier. Salut Bruno, n'oublie pas demain, je te rappelle le rendez-vous demain. Il m'a dit Oups. Adrien, désolé, Oh non. et je suis complètement manqué. Moi, j'avais tout. C'est pas grave, mais du coup, j'ai l'impression de recevoir Obi-Wan un peu, je te cache pas. Oui, je pense que tu vas même être un peu perturbé quand tu vas l'entendre parler. Mais je l'ai Ouais. déjà, Oui. déjà rencontré. Il est venu à un. Je fais toujours un peu d'auto-promo, mais il est venu à un de mes tournois de sabre Ah, super. en tant qu'invité pour signer des autographes et tout, faire une petite conférence et tout. Enfin, une espèce de mini masterclass avec deux autres collègues à lui du même métier. Des comédiens de doublage aussi. Des comédiens de doublage. C'était Adrien Larmande qui double le personnage de Cal Kestis dans le jeu vidéo Fallen Order, qui s'est inscrit dans mon école de sabre laser. En plus. Trop marrant, non? Et il y avait Donald Renew, qui est la voix de Titeuf, de Spider-Man, la voix d'Énergie, enfin une des deux, plein de trucs. Et c'est trop cool de rencontrer des gens comme ça. Ouais. Et je t'avoue que quand Bruno m'a dit salut, je vais ouais, ça m'a perturbé. Et Tu m'étonnes. je suis super content, il a accepté de Bah venir. ouais. Donc là, je tease un peu, ça se trouve, je ne l'aurais pas avant 6 mois. Ah ben, j'ai hâte de découvrir ce qu'il te dira. Voilà, de découvrir le podcast. Je sais pas, en tout cas, c'est trop Ouais. trop cool. Et je vais, tu dois la connaître elle forcément, normalement, à la fin du mois. Je fais un reveal un peu là dans ton podcast. Mais je te le dis parce que je suis content. Je connais qu'elle. Toi qui aimes les mangas et tout. Merde. Bon, la voix de Oui Oui et de Sangohan et tout là. Brigitte Lecordier. Brigitte Lecordier. La fabuleuse Brigitte Lecordier. Je vais chez Brigitte Oh là là, ça va être fabuleux. à la fin du mois de Ouais. novembre. Je suis trop content. Ah ben tu m'étonnes. En plus, elle a l'air vraiment super sympa. Mais attends, Tout le monde me dit ça, qu'elle est... Enfin Tout le déjà, monde elle dit est ça. ultra compétente. Et en plus, elle est super sympa. Et elle a plein d'histoires à raconter. J'ai hâte. Ouais. J'ai vraiment hâte. Elle m'a appelé à 20h. Salut, c'est Brigitte, nanana, etc. Et elle voulait juste pas lâcher le téléphone, elle voulait discuter. Waouh. On s'était jamais rencontrés, quoi que ce soit. Elle m'a rappelé et elle faisait que des blagues, tout le temps des blagues. C'était sur blague. C'était trop bien, j'ai hâte. Ah Bon, là là, fin novembre alors. c'est pas le podcast de Brigitte Lecordier, mais du coup, je voulais te dire ça parce qu'on ouais. parlait des voix et tout, donc ça me paraissait à propos d'en Tout à parler. fait. Il y a... Bah non, tu me l'as dit, je crois. J'allais dire, il y a un autre sujet que je voulais aborder, mais j'allais dire par quoi t'es venu. On fait que parler de ça. Par quoi t'es venu à la pop culture, mais Star Wars, je comprends bien. Vraiment Star Beaucoup. Wars. Et je pense que tout a commencé par Star Wars. Mais après, c'est plus quand même les films d'animation, moi, qui m'ont vraiment tenu jusqu'à présent. Et qui des continue jeux. à tenir, du coup, puisque Oui. Et puis, oui. c'est en grande partie C'est le ça. milieu dans lequel tu évolues aujourd'hui. Et j'ai eu la aussi. chance, en fait, déjà d'écrire des bouquins et de diriger des livres sur ce genre de sujet, sur des studios emblématiques. Et par exemple, sur Pixar, à l'époque, on avait sorti un MOOC, donc entre le magazine et le livre, Ok. sur les studios. Et en fait, j'avais Officiel été... non, pas officiel, mais à moitié, dans le sens où j'ai contacté Pixar. C'était juste Pix. Pixar aux C'était États-Unis, le livre pas, sur Pix. pas Disney France. Ouais. J'ai contacté Pixar aux États-Unis et en fait, pour avoir une préface officielle. Ok. Et donc tout a été validé, donc ils connaissent le projet. C'est juste que c'est pas brandé Pixar, Ouais. parce qu'en fait justement il y a ce côté MOOC, donc presse, parce qu'il y a beaucoup d'interviews en fait à l'intérieur. Et mais on a eu la préface officielle d'une femme que j'adore, qui s'appelle Danielle Feinberg et qui est à l'époque elle était directrice du département lighting dont on parlait tout à l'heure, tu sais, voilà, sur les lumières et tout, et directrice de la photo. Et maintenant elle dirige le département des effets spéciaux, des FX. Voilà. Toujours là-bas. Toujours chez Pixar. Et elle est incroyable, cette femme. Elle fait pas mal de conférences, d'ailleurs. On peut l'écouter sur Internet.
Et avoir sa préface, enfin, le fait qu'elle accepte, que Pixar valide aussi tout ça, ça a été assez un accomplissement pour moi. J'étais très, très contente. Et c'est d'ailleurs un des derniers livres que j'ai fait avant de changer de voie et de partir dans l'animation. Ok. Donc là, tu diriges je reviens du coup à ce qu'on se disait au début, puisque c'est le pont que tu choisis de faire. Tu diriges des projets. Oui, voilà, parce que le métier de chargé de projet en animation, c'est un peu l'équivalent de chef de projet. C'est-à-dire que tu es là pour entourer les équipes, faire en sorte que d'un côté, qu'elles se sentent bien, motivées, etc., mais qu'elles puissent aussi forcément tenir les délais, sur la partie planning, budget. Mais voilà, c'est trouver un bon équilibre de travail pour tout le monde, faire en sorte que tout se passe bien. Parce que c'est un marathon, en fait, faire un dessin animé. Autant un livre, c'est très... ça demande beaucoup d'énergie, mais sur une durée un peu plus courte. Alors que là, en fait, avec une série, on s'engage sur plus de 2 ans. Et il faut tenir le rythme, en fait. Voilà, on est à flux tendu tout le temps. Mais c'est vraiment un super travail parce qu'on est entouré de gens super talentueux. Enfin, moi, je suis impressionnée tous les jours par la qualité de ce que font mes artistes, en fait. C'est tes artistes, carrément. C'est mon équipe, là. Mais... C'est les miens. Ceux-là sont très bons. Je ne connais pas forcément ceux d'autres projets. Mais ceux avec qui j'ai pu travailler, en tout cas, me bluffaient au quotidien. Vraiment. On a des super talents en France, on a des très bonnes écoles et des très bons studios. Voilà, ça ne se joue pas qu'aux États-Unis et au Japon. On a vraiment des super talents. Mais voilà, il y a plein de choses malheureusement sur lesquelles je ne peux pas parler, mais qui seraient vraiment en lien avec la pop culture. Mais là, je suis sur un projet en ce moment de série pour Disney+, à la Chouette, qui s'appelle Dragon Striker, qui a été annoncé à Annecy. Donc, je peux au moins dire ça. Donc ça, on peut en parler. Voilà, donc ça va être une création originale du studio. Donc tout est développé ici. Génial. Voilà. Ouais. Et c'est vous qui faites ça? C'est nous qui faisons ça. Pour Disney+. Pour Disney+. Trop bien. Voilà. Excellent. Voilà. Donc ça a été annoncé, donc tu as le droit de le dire. Je peux juste dire ça. C'est un monde un peu de magie. Dragon Striker. Un peu de sport aussi, mais du sport magique. Voilà. Du sport magique, genre du Quidditch? Non, pas du Quidditch, mais aussi cool. Hier, j'ai été chez la présidente, oui, je dis bien la présidente de la Fédération française de Quidditch. Oh, wow. C'était trop marrant. C'est la classe, ça. Ouais, c'est cool, hein. C'est rigolo. Ouais. C'est rigolo. T'en parles, donc je t'en parle. C'est trop marrant. C'est même bien, en fait, qu'il y ait une fédération de ça. Je trouve ça trop cool que ça existe en vrai. Comme le sabre laser. Ouais. Ça, c'est un très bon projet aussi. Je trouve ça cool. Ça fait... Je sais pas, ça fait vivre le mythe, la saga. Ça fait continuer. Ah, c'est plus calme, là. C'est que les gens commencent à... Ça y est, les gens rentrer chez eux. On a entendu un... Mais c'est pas grave, ça fera partie de la vie du podcast. C'est cool. Ouais, c'était trop bien. C'est trop marrant, je trouve. T'as déjà fait du Quidditch? Non, j'en ai jamais fait. J'ai déjà fait du sabre laser. J'avais fait une séance. Ouais. Mais comme je faisais déjà du kendo et de l'iaido, c'était... ça m'apporte... Enfin, tu vois, c'était différent, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que j'avais pas continué. Ça m'apporte pas grand-chose, vous Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est différent. Voilà, c'est différent. ça me plaisait mieux la partie iaido, mais c'est parce qu'il y avait aussi ce côté très traditionnel, tu vois, rituel. Ouais, j'allais dire peut-être que t'aimes. Peut-être moins escrime, tu vois, et plus art martial en fait. Voilà. Ouais, je sais pas. Moi, j'aime pas trop qu'on dise qu'on est de l'escrime, mais peut-être que... Parce que ça me fait un peu penser plus aussi au côté kendo, tu vois. Parce que vous portez les coups, tu vois. Ah ouais, non, mais complètement. C'est ça que j'appelle escrime. Parce que moi, si je fais ça en iaido, la personne meurt. Oui, non, mais... Voilà. On me posait des questions, ils disent... Il y a vraiment des médias qui nous ont dit, mais c'est des vrais lasers? Bien sûr. Je lui dis... Et ma première réponse, la première fois, quand je dis, c'est-à-dire... Donc, pourquoi? Oui. Sinon, on mourrait tous les week-ends. Oui, c'est un peu bizarre. Donc toi, tu es capable de tuer des gens, en fait, avec un sabre. Mais je ne le fais pas. Je suis très, très gentille. Non, mais bon an, mal an. Non, mais c'est que l'iaido, en fait, on ne porte pas les coups parce qu'on a des sabres en acier, en fait. Mais donc c'est plus comme les troncs. Oui, voilà, on peut faire de la coupe sur des bambous, des choses comme ça. Des cœurs d'agneau. Et sinon, c'est plus des katas, tu sais, comme en karaté, où c'est des enchaînements. T'aimes le côté traditionnel? J'aime bien le côté traditionnel. Historique, quelque part, un peu. Ouais, j'aime beaucoup. Avec le poids ouais, et puis tu sais, t'as la tenue. Ouais, la cérémonie, un peu. Ouais, ça j'aime beaucoup. Ouais, c'est pour ça peut-être que t'aimes le Japon.
Oui, mais surtout, comme je te disais, je suis plutôt arrivée au Japon dans le côté tradi, vie quotidienne et enfin, voilà, historique, plutôt que par la partie pop culture, pour le coup, pour le Japon. Ok. T'es pas la première personne à me... Évidemment, puisqu'on parle de pop culture, culture de l'imaginaire et geek culture, à me parler du Japon. Et en fait, je me dis que pour la saison 2, parce qu'on fera au moins une saison 2 de ce podcast-là, si ça te dit de revenir pour faire un épisode spécial Japon, Très avec bien. d'autres intervenants en même temps, pour faire un truc un en peu mode plus gros. un peu table ronde. Ouais, en mode un peu table ronde. Avec Sarah notamment, puisqu'elle parle du Japon. Et j'ai une autre personne que je dois retourner interviewer, parce que j'ai perdu sa piste audio, qui m'a aussi beaucoup parlé du Japon. Ça pourrait être cool, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah oui, tout à fait. On Effectivement, il y définira a peut-être beaucoup des de choses à thématiques dire. un peu plus précises Ouais. sur la table ronde, parce que c'est un exercice qui est un peu différent Oui, qu'un face-à-face, je pense. Mais je me dis qu'en saison 2, ça peut être cool aussi d'aborder peut des thématiques plus en profondeur. ouais. Il y en a plein qui reviennent sur cette première mouture du podcast Pop Culture Expérience. Pardon, j'ai passé ma main devant ma bouche, ça s'entend en son. Il y a l'inclusivité, le féminisme. Ouais, Ça va de pair, bien entendu. bien mais sûr. L'inclusivité, c'est quand même plus large. Le Japon, ouais. La partie sombre de soi-même, ouais. Et je te le dis parce que tu me parlais, ça, on tire un peu une ficelle là, mais de quand ça va pas, sur des moments un peu pesants, Ouais. peu importe le sujet. Ça nous permet de se raccrocher un peu ou de s'évader un peu. Ouais. C'est présent quasiment chez toutes les personnes que j'ai rencontrées. Ouais. J'en oublie là, mais en gros, tout ce que je viens de t'évoquer, c'est très présent. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'en fait... Pire question, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Pensé de la hausse du prix de l'essence Je pense qu'en fait, pour les fans de pop culture, ça fait vraiment partie de nous, en fait. C'est vraiment... c'est un élément constitutif de notre personnalité, de notre histoire. Donc, c'est naturel, en fait. Je pense qu'on s'y réfugie, en fait. Enfin, refuge, quand... Réfugié? Réfugie, oulala, on voit que c'est la fin de journée. Quand on se sent pas bien, ou à l'inverse... des fois, on a trop la pêche et on va mettre une musique d'un film qui va nous booster à fond. Donc, je trouve ça très naturel, en fait. Je pense que c'est normal, vu à quel point ça a marqué des périodes de nos vies. Et puis d'ailleurs, quand on revoit certains films, on va pas forcément les percevoir de la même manière. Enfin, tu vois, par exemple, je pense à des mangas, comme les mangas d'Ai Yazawa. Je sais pas si tu Non, connais. moi, je ne connais pas. C'est une super autrice... qui fait des œuvres assez sociales et surtout qui a des personnages très réalistes en fait dans la gestion des émotions, enfin du caractère et tout ça. Et en fait, selon si tu le lis, je sais pas moi, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 50 ans, tu les liras pas de la même façon, tu vas pas t'attarder sur les mêmes personnages, tu vas pas les comprendre de la même façon, tu vas en excuser d'autres, enfin tu vois. Et ça, je trouve ça très important avec la pop culture, c'est que selon notre vécu et les expériences négatives ou autres qu'on va vivre, en fait, on va percevoir les choses différemment dans ces œuvres, pourtant qu'on a vues X fois, en fait. Est-ce que tu es une geek? Oui, je pense que oui. Il y a j'ai pas la définition exacte. Faudra que je la remette, je pense. Je vais la mettre en note du podcast, je pense, parce que c'est une définition qui m'a marqué. Je sais pas si tu connais Olivier Oltramar, qui est... Tu le connais? Non. C'est comme s'il était hyper connu. Je crois qu'il est ou était rédac chef de Geek le magazine. D'accord. Donc un magazine qu'on trouve vraiment partout, qui est très, très bien foutu sur plein de sujets, cinéma, jeux vidéo, etc. On n'a pas parlé beaucoup du jeu vidéo, on en reparlera peut-être un autre jour, parce qu'on arrive à la fin tranquillement de l'heure. Et qui disait, j'ai pas la définition exacte, mais qui disait qu'un geek, c'est une personne qui cherche ses valeurs, qui trouve ses valeurs en tout cas, dans les mondes de l'imaginaire, parce qu'il ne trouve pas quelque chose qui lui convient dans le monde tel que dans notre matrice, dans notre matrice à nous, et qui du coup, un peu des deux, du coup, mais qui transpose du coup les valeurs qu'il vient chercher. Je trouve que ça répond à ce que tu viens de dire.
transpose les valeurs qu'il trouve dans les œuvres, Oui. Je trouve pas mieux de mot meilleur que consomme, Oui. dans la culture qu'il consomme, et qu'il les transpose dans la réalité. Est-ce que du coup tu trouves que les geeks, positivement parlant, parce que c'est quand même utilisé de manière assez négative par plein de monde, et plein de médias veut tout et rien dire, mais en tout cas dans la définition noble de la chose, sont plus ouverts? Ça dépend. En fait, on va dire qu'une partie est plus ouverte parce que, comme tu dis, en fait, dans les cultures de l'imaginaire, en fait, il y a des valeurs qui sont à la fois des valeurs un peu ancestrales qui datent de notre histoire d'il y a très longtemps et qui sont toujours bonnes à suivre, en fait, on va dire, de code moral, dépassement de soi, tout ça. Mais à l'inverse, qui va aussi avoir des idées beaucoup plus novatrices, ouvertes et moins homophobes, racistes, sexistes qu'il pourrait y avoir à l'époque, en fait. C'est pas bien l'homophobie. Je trouve que... non, c'est pas bien. Ah, non. Donc je trouve que dans les cultures de l'imaginaire, il y a un peu ce mélange très rétro avec des valeurs ancestrales, mais avec toute l'ouverture d'esprit et les bonnes valeurs de notre société actuelle et de celle à venir, parce qu'en fait, tout est aussi à construire. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a des gens plus ouverts. Mais à l'inverse, il y a aussi des gens très sectaires. On en parlait sur Star Wars, où là, on arrive avec le côté communauté, qui fait qu'il y a des travers, vu qu'il y a des gens qui vont penser que l'œuvre leur appartient, et dès lors qu'on va la toucher, la transformer ou faire juste lui donner une direction que eux n'avaient pas imaginée, ils vont râler, et puis ils vont s'estimer un peu les seuls propriétaires de l'œuvre. Donc dès lors qu'un fan va avoir une autre opinion, ça va se transformer en clash sur les réseaux sociaux. Donc moi j'aime moins ce côté communautaire qui peut être très fermé, là où pourtant, comme tu dis, une majeure partie des geeks ont aussi de cette grande ouverture et de très très belles valeurs. Je suis d'accord, notamment sur l'inclusivité, je trouve. Oui. Particulièrement. La différence, tu vois, tout ce genre de sujets. Parce que du coup, comme on adore les orques, les fées, en gros, très grossièrement, c'est ça. Je sais pas, du coup, j'ai l'impression que... Merde, j'ai tapé dans mon micro. Il n'y a pas de sujet à accueillir tout le monde. C'est vrai. Même si les nains et les elfes, c'est pas. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je sais pas toi, mais moi, vu que je viens de province, c'était un peu moins bien vu qu'aujourd'hui aussi. Dans le sens où, moi, pour aimer la pop culture, j'étais différente en fait. C'est-à-dire que j'étais un peu stigmatisée, tu vois, par les autres personnes. C'est toujours un peu le cas quand même, hein. C'est toujours un peu le cas, mais on a des endroits un peu moins, beaucoup plus tu faciles. Vois. Quand tu vois des séries comme Stranger Things, en fait, ça montre que eux sont que les personnages sont différents et qu'ils se font maltraiter. Mais des gens qui regardent Stranger Things et qui sont fans, c'est un peu des gens qui nous auraient maltraités à l'époque, tu vois. Donc maintenant, la pop culture s'élargit, pour le pire et le meilleur, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça devient un peu moins niche et on est moins les freaks à aimer. Ouais. Mais je trouve que c'est peut-être un peu mieux que notre époque. Oui, et puis grâce à des Disney, etc., les Marvel, les Star, il y a même des gens qui affichent des codes de la pop culture. Complètement. Alors que il y a 10 ans, jamais ils auraient fait ça en fait. Donc il y a des personnes qui se mettent à la pop culture et qui deviennent fans, alors qu'ils c'était pas c'était pas. Non mais tant mieux. Nous. De toute façon, ça permet aussi de faire vivre. Mais de toute façon, quand il y a une partie, je pense, dis-moi coupe-moi si je me trompe, mais il y a une partie qui va devenir vraiment très pop au sens populaire, et de toute façon il y a d'autres choses plus niches qui vont arriver petit à petit. Ça se pondère aussi quoi, hein. Voilà, moi mon but c'est pas d'être que dans des trucs de niche non plus, disons que je suis pas là pour ça. Bien sûr. Évidemment. C'était quoi on approche tranquillement vers la fin de l'émission. On pourrait parler 2 heures sans aucun problème, je trouve, mais je passe un très bon moment avec toi, moi c'est aussi, très cool, c'est très agréable. Mais je voudrais, c'est vrai, oui, trop bien. Oui. J'espère juste que je m'éparpille pas trop à lancer plein de sujets. Mais non, pas du tout, c'est le but de la chose. C'est vraiment très sympa de discuter de ce genre de sujet. Le sujet, c'est toi et la pop culture. Donc en fait, c'est ça dont on parle. Oui. Donc c'est cool. Parfait. Un peu moins, forcément, puisque c'est moi qui discute avec toi. Mais donc tout va bien. Vraiment, on pourrait évoquer plein d'autres sujets. J'aimerais quand même savoir, j'ai deux, trois dernières questions à te poser, pour les questions de fin, évidemment. On n'a pas pris le temps de parler du jeu vidéo, mais peut-être une autre fois. Oui. Là, tu m'as parlé des jeux un peu plus familiaux, un peu plus entre amis et tout. Mais c'est quoi les jeux un peu qui t'ont marqué ? Alors, le premier jeu qui m'a marqué, c'était Zelda, d'où la Triforce que j'ai. J'avais joué à celui sur 64, Ocarina of Time. Mais j'ai adoré les personnages, l'histoire. Démentiel.
Et des fois, j'aimais y jouer, mais j'aimais même juste regarder mon frère y jouer, par exemple, et juste être dans l'univers, en fait. Donc voilà, Zelda, ça a été ma première immersion. C'est très 90-2000 de faire ça, je trouve. J'ai adoré. Moi, je regardais beaucoup les gens jouer, en fait. Mais tout le monde faisait ça. Moi, je faisais ça aussi. Ma cousine, et je prenais autant de plaisir à jouer qu'à regarder, en fait. Ouais, c'était tellement beau l'histoire. C'est ça. Ouais. Et après, on va dire je vais donner trois jeux. Donc, Zelda. La Triforce des jeux. Le deuxième, c'est Pokémon. J'ai eu la chance d'avoir 7 ans, en gros, quand Pokémon est arrivé. Donc, j'avais pile l'âge qu'il fallait. Et je me rappelle que j'avais pas la Game Boy à l'époque. Et j'avais un ami qui l'avait. Et en fait, comme il n'y avait qu'une sauvegarde à l'époque sur les jeux, en fait, je refaisais éternellement les 30 premières minutes. Puis après, je devais éteindre et lui rendre sa console et sans sauvegarder. Puis je refaisais éternellement les 30 premières minutes. Puis après, j'ai pu avoir ma version, ma console et tout. Mais j'ai adoré Pokémon. Et comme je te disais, ça m'a jamais quitté. Dès qu'il y a une nouvelle version, j'y joue. Je trouve que c'est un monde fabuleux. Pokémon Go? Sauf Pokémon Go. J'aime pas Pokémon Go, par contre. En fait, ce que j'adore dans Pokémon, c'est pas collectionner les Pokémon ou les combats ou les captures. C'est juste l'univers, quoi. En plus, c'est très lié au Japon. Donc, en fait, en termes d'architecture, tu vois, les petites maisons. En fait, j'adore me promener. En fait, dans Pokémon, je me balade avec mes petites créatures trop mignonnes. Et ouais, j'adore l'ADA, tous les personnages qu'ils ont créés. Et le troisième jeu qui m'a marqué, ça n'a aucun rapport. C'était Halo sur Xbox. Et en fait, Halo, je sais pas pourquoi, c'est... Parce que j'étais plus âgée aussi, peut-être. Ouais. Enfin, pas beaucoup plus, mais... C'est marrant, ça. En fait, c'est le jeu qui m'a donné envie de m'intéresser à l'envers du décor. Pourtant, parce qu'à l'époque... maintenant, quand on le regarde, ça paraît très laid, parce que c'était il y a très longtemps. C'était quoi, 2001, je pense, Halo. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Donc, bon, quand on le regarde aujourd'hui, c'est pas très joli. Mais à l'époque... c'était assez précurseur. C'était le début du réalisme. Et donc, Halo, c'est ce qui m'a donné envie de pas seulement jouer aux jeux vidéo, mais de m'intéresser à cet art. Donc après, j'ai commencé à regarder Game One, à acheter des magazines, à m'intéresser vraiment à la création d'un jeu vidéo, en fait. Trop bien, tout est lié. Ouais. Donc en fait, tu regardes que le début de là-haut, et que les 30 premières minutes de Pokémon. Au départ, oui. Est-ce que tu fais que le début des choses tout le temps? Après, je m'en vais. Moi, tu t'en vas. Je me permets juste de prendre Je cogne dans tout va bien. Mon téléphone pour retrouver les petites questions que je voulais te poser à la fin. Oui. Parce que c'est la fin. Il faut qu'on se sépare. Non, il faut pas qu'on se sépare, mais si on il ne faut pas que la limite nous de temps, partions du studio avant qu'on nous enferme. Ouais. Bouge pas une seconde. Je les connais, mais je voudrais pas en oublier. Oui. C'est les petites questions de la fin, très tranquilles. Là, les voilà. Je vais finir par les connaître par cœur. Oui, ma force. Donc, ma première question, pour terminer, c'est: as-tu, si tu en as un, ton personnage préféré ever de tous les temps du monde? Mon personnage préféré... Faut que t'en trouves un ou une. Aujourd'hui, je dirais Daenerys Targaryen. Ouais. Pourquoi? Beaucoup de gens, je ne vais pas spoiler, mais étaient très déçus de la fin de son personnage. Il y a prescription sur le spoil, je pense quand même. Mais bon, je ne vais quand même pas trop donner de détails. Je suis d'accord sur le fait que la fin a été très rushée, très, très rapide, mais je trouve son évolution très logique. Et en fait, c'est un personnage qui attire les foules, en fait. Tu vois, qui est magnétique, en fait. Puis justement, elle est très contrastée parce qu'elle a des très belles valeurs où elle pense faire le bien, aider les gens, vouloir bouleverser l'ordre établi, rétablir combattre l'injustice, tout ça. Et en fait, au final, elle est très, elle est intransigeante, elle a plein de défauts, en fait. Et je trouve ça bien, d'avoir des personnages contrastés comme ça, et en même temps d'avoir une femme super forte. Elle a des dragons quand même aussi, il faut le dire. Voilà. Elle est très Targaryen finalement. J'aime beaucoup les Targaryens. Tu as regardé là j'ai pas encore regardé, j'attendais qu'il y ait tous les épisodes de sortie, mais j'ai lu les bouquins, j'ai lu Feu et Sang. Donc je sais tout ce qui se passe. Okay. Ouais, et ouais, j'adore le monde de Game of Thrones. Pourtant, comme je te disais, je suis une petite nature qui n'aime pas la violence et tout ça, mais je trouve que les personnages qu'il a créés, justement dans leur réalisme en fait, et dans leur contraste. Et tout cet univers, en fait, ça m'attire énormément, en fait. Moi, il y a un personnage que j'aime beaucoup dans House of the Dragon. Je pense qu'il est, du coup, dans le livre, moi, que je n'ai pas lu. Oui. C'est Daemon. Oui.
Il est trop bien. L'acteur, en plus, est vraiment très, très, très bien choisi pour incarner ce rôle. Ah ouais, Ouais, d'accord. ouais, franchement. Moi, qui n'ai pas lu le livre, je suis d'accord avec toi. J'ai été subjugué par sa performance. Ah ouais. Sa gueule. Ouais. Lui aussi, il est très magnétique. Hein, mais tu vois, mais tu vois que lui. Bah, l'expression il crève l'écran, je pense que. Tu ne vois que lui. Ouais. Tu ne vois que lui. C'est simple, tu vois que lui. Oui. Et dans toute la splendeur de Targaryen, le bien, le mal, le truc, le style, les machins. Bon, je m'arrête là. Pour ceux qui écoutent, toi qui n'as pas vu encore, même si tu as lu, il y a quand même des trucs à découvrir, quoi qu'il en soit. Ne serait-ce que la mise à l'écran du bouquin, c'est quand même du couleur. Je m'arrête là. Ta saga préférée? Ma saga préférée, même si Star Wars, donc c'est mon coup de cœur et ma première immersion pop culture, je pense que c'est Harry Potter. C'est l'univers dans lequel j'aimerais le plus vivre, tu vois. Franchement. Voilà, Harry Potter, c'est très chaleureux, c'est cosy, quoi. Tu penses à Harry Potter, moi je pense le terrier, la salle commune. Voilà, Harry Potter. Harry Potter, moi je pense à Noël. Ah ouais, Halloween aussi. Ouais, bien sûr. Les deux. T'as un côté jus de citrouille, vin chaud. En fait, il y a un côté un peu abrupt, tu sais, genre. Parce que ils ont pas le chauffage, voilà. Mais t'as un côté tellement rassurant, cosy, c'est très rassurant. chaleureux, malgré la dureté convivial, des bouquins après le 3, 4 et les films. T'as trop envie de faire Noël avec les Weasley et d'avoir le pull. En fait, moi je trouve que quand t'es dans Harry Potter, tu te sens aimé. Oui. On est d'accord. Ouais. Et genre inclus comme tu es, tu vois justement les différences là aussi. Ouais. C'est très rassurant. Ouais. Pour moi, Harry Potter, et je suis. C'est une bière au beurre, Harry Potter. Franchement, vas-y, on parle plus d'Harry Potter. C'est bien d'avoir dit ça. Et ben, en fait, je vais m'arrêter là-dessus. Très bien. Nous pouvons nous arrêter. J'avais d'autres questions, mais je vais. C'est phrase de fin. La bière au beurre. Harry Potter, c'est de la bière au beurre. C'est trop bien. Marichka, j'ai passé un très bon moment, encore une fois. C'était vraiment cool. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. C'était très sympa. De rien. Peut-être que tu reviendras pour une saison 2 sur une thématique plus précise. Je vais te laisser le mot de la fin, celui que tu veux. Oh là là, cette pression. Peu importe. Eh bien, j'encourage les gens à être curieux, plus ouverts, pas trop sectaires. Et ouais, voilà, à toujours découvrir des nouvelles choses. Merci Marichka. Salut. Salut, merci. Merci de votre écoute. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à le réaliser. Si vous souhaitez soutenir le podcast parce que ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. On sait comment ça fonctionne, des étoiles, des commentaires sur votre application de podcast favorite. Je voulais dire préférée, mais en fait j'ai dit favorite et j'ai sauté un mot. Je vais le laisser comme ça. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle pop culture expérience. Salut.